Les caractères ou les mœurs de ce siècle. Jean de la Bruyère. Livre 8. De la cour. 1. Le reproche en un sens le plus honorable que l'on puisse faire à un homme, c'est de lui dire qu'il ne sait pas la cour. Il n'y a sorte de vertu qu'on ne rassemble en lui par ce seul mot. 2. Un homme qui sait la cour est maître de son geste, de ses yeux et de son visage. Il est profond, impénétrable. Il dissimule les mauvais offices, sourit à ses ennemis, contraint son humeur, déguise ses passions, dément son cœur, parle, agit contre ses sentiments. Tout ce grand raffinement n'est qu'un vice, que l'on appelle fausseté, quelquefois aussi inutile aux courtisans pour sa fortune, que la franchise, la sincérité et la vertu. 3. Qui peut nommer de certaines couleurs changeantes, et qui sont diverses selon les divers jours dont on les regarde? De même, qui peut définir la cour? 4. Se dérober à la cour un seul moment, c'est y renoncer. Le courtisan qui l'a vue le matin la voit le soir pour la reconnaître le lendemain, ou afin que lui-même y soit connu. 5. L'on est petit à la cour, et quelque vanité que l'on ait, on s'y trouve tel. Mais le mal est commun, et les grands même y sont petits. 6. La province est l'endroit d'où la cour, comme dans son point de vue, paraît une chose admirable. Si l'on s'en approche, ses agréments diminuent, comme ceux d'une perspective que l'on voit de trop près. 7. L'on s'accoutume difficilement à une vie qui se passe dans une antichambre, dans des cours, ou sur l'escalier. 8. La cour ne rend pas content, elle empêche qu'on ne le soit ailleurs. 9. Il faut qu'un honnête homme ait tâté de la cour. Il découvre en y entrant comme un nouveau monde qui lui était inconnu, où il voit régner également le vice et la politesse, et où tout lui est utile, le bon et le mauvais. 10. La cour est comme un édifice bâti de marbre. Je veux dire qu'elle est composée d'hommes fort durs, mais fort polis. 11. L'on va quelquefois à la cour pour en revenir, et se faire par là respecter du noble de sa province, ou de son diocésain. 12. Le brodeur et le confiseur seraient superflus, et ne feraient qu'une montre inutile, si l'on était modeste et sobre. Les cours seraient désertes, et les rois presque seuls, si l'on était guéri de la vanité et de l'intérêt. Les hommes veulent être esclaves quelque part, et puiser là de quoi dominer ailleurs. Il semble qu'on livre en gros au premier de la cour l'air de hauteur, de fierté et de commandement, afin qu'il le distribue en détail dans les provinces. Ils font précisément comme on leur fait, vrais singes de la royauté. 13. Il n'y a rien qui enlaidisse certains courtisans comme la présence du prince. À peine les puis-je reconnaître à leur visage? Leurs traits sont altérés, et leur contenance est avilie. Les gens fiers et superbes sont les plus défaits, car ils perdent plus du leur. Celui qui est honnête et modeste s'y soutient mieux. Il n'a rien à réformer. 14. L'air de cour est contagieux. Il se prend à V, comme l'accent normand à Rouen ou à Falaise. On entrevoit en des fourriers, en de petits contrôleurs, et en des chefs de fruiterie. L'on peut avec une portée d'esprit fort médiocre y faire de grands progrès. Un homme d'un génie élevé et d'un mérite solide ne fait pas assez de cas de cette espèce de talent pour faire son capital de l'étudier et se le rendre propre. Il l'acquiert sans réflexion, et il ne pense point à s'en défaire. 15. N. arrive avec grand bruit. Il écarte le monde, se fait faire place. Il gratte, il heurte presque. Il se nomme. On respire, et il n'entre qu'avec la foule. 16. Il y a dans les cours des apparitions de gens aventuriers et hardis, d'un caractère libre et familier, qui se produisent eux-mêmes, protestent qu'ils ont dans leur art toute l'habileté qui manque aux autres, et qui sont crus sur leurs paroles. Ils profitent cependant de l'erreur publique, ou de l'amour qu'ont les hommes pour la nouveauté. Ils percent la foule, et parviennent jusqu'à l'oreille du prince, à qui le courtisan les voit parler, pendant qu'il se trouve heureux d'en être vu. Ils ont cela de commode pour les grands qu'ils en sont soufferts sans conséquence, et congédiés d'eux-mêmes.
Alors ils disparaissent tout à la fois riches et décrédités, et le monde qu'ils viennent de tromper est encore près d'être trompé par d'autres. 17. Vous voyez des gens qui entrent sans saluer que légèrement, qui marchent des épaules, et qui se rengorgent comme une femme. Ils vous interrogent sans vous regarder. Ils parlent d'un ton élevé, et qui marque qu'ils se sentent au-dessus de ceux qui se trouvent présents. Ils s'arrêtent, et on les entoure. Ils ont la parole, président au cercle, et persistent dans cette hauteur ridicule et contrefaite, jusqu'à ce qu'il survienne un grand, qui, la faisant tomber tout d'un coup par sa présence, les réduise à leur naturel, qui est moins mauvais. 18. Les cours ne sauraient se passer d'une certaine espèce de courtisan, homme flatteur, complaisant, insinuant, dévoué aux femmes, dont il ménage les plaisirs, étudie les faibles et flatte toutes les passions. Il leur souffle à l'oreille des grossièretés, leur parle de leurs maris et de leurs amants dans les termes convenables, devine leurs chagrins, leurs maladies, et fixe leurs couches. Ils font les modes, raffinent sur le luxe et sur la dépense, et apprennent à ce sexe de prompt moyen de consommer de grandes sommes en habits, en meubles et en équipages. Ils ont eux-mêmes des habits où brille l'invention et la richesse, et ils n'habitent d'anciens palais qu'après les avoir renouvelés et embellis. Ils mangent délicatement et avec réflexion, il n'y a sorte de volupté qu'ils n'essaient, et dont ils ne puissent rendre compte. Ils doivent à eux-mêmes leur fortune, et ils la soutiennent avec la même adresse qu'ils l'ont élevée. Dédaigneux et fiers, ils n'abordent plus leurs pareils, ils ne les saluent plus. Ils parlent où tous les autres se taisent, entrent, pénétrant des endroits et à des heures où les grands n'osent se faire voir. Ceux-ci, avec de longs services, bien des plaies sur le corps, de beaux emplois ou de grande dignité, ne montrent pas un visage si assuré, ni une contenance si libre. Ces gens ont l'oreille des plus grands princes, sont de tous leurs plaisirs et de toutes leurs fêtes, ne sortent pas du Louvre ou du château, où ils marchent et agissent comme chez eux et dans leurs domestiques, semblent se multiplier en 1000 endroits, et sont toujours les premiers visages qui frappent les nouveaux venus à une cour. Ils embrassent, ils sont embrassés. Ils rient, ils éclatent, ils sont plaisants, ils font des contes. Personnes commodes, agréables, riches, qui prêtent, et qui sont sans conséquence. 19. Ne croirait-on pas de Simon et de Clitandre qu'ils sont seuls chargés des détails de tout l'État, et que seuls aussi ils en doivent répondre? L'un a du moins les affaires de terre, et l'autre les maritimes. Qui pourrait les représenter exprimerait l'empressement, l'inquiétude, la curiosité, l'activité, saurait peindre le mouvement. On ne les a jamais vus assis, jamais fixes et arrêtés. Qui même les a vus marcher? On les voit courir, parler en courant, et vous interroger sans attendre de réponse. Ils ne viennent d'aucun endroit, ils ne vont nulle part. Ils passent et ils repassent. Ne les retardez pas dans leur course précipitée, vous démonteriez leur machine. Ne leur faites pas de questions, ou donnez-leur du moins le temps de respirer et de se ressouvenir qu'ils n'ont nul à faire, qu'ils peuvent demeurer avec vous et longtemps, vous suivre même où il vous plaira de les emmener. Ils ne sont pas les satellites de Jupiter, je veux dire ceux qui pressent et qui entourent le prince, mais ils l'annoncent et le précèdent. Ils se lancent impétueusement dans la foule des courtisans. Tout ce qui se trouve sur leur passage est en péril. Leur profession est d'être vus et revus, et ils ne se couchent jamais sans s'être acquittés d'un emploi si sérieux, et si utile à la République. Ils sont au reste instruits à fond de toutes les nouvelles indifférentes, et ils savent à la cour tout ce que l'on peut y ignorer. Il ne leur manque aucun des talents nécessaires pour s'avancer médiocrement. J'en ai en moins éveillé et alerte sur tout ce qu'ils croient leur convenir, un peu entreprenant, léger et précipité. Le dirais-je? Ils portent au vent, attelés tous deux au char de la fortune, et tous deux fort éloignés de s'y voir assis. 20. Un homme de la cour qui n'a pas un assez beau nom, doit l'ensevelir sous un meilleur. Mais s'il l'a tel qu'il ose le porter, il doit alors insinuer qu'il est de tous les noms le plus illustre, comme sa maison de toutes les maisons la plus ancienne. Il doit tenir au prince Lorrain, au Rohan, au Chastillon, au Montmorency, et s'il se peut, au prince du sang. Ne parler que de ducs, de cardinaux et de ministres.
faire entrer dans toutes les conversations ses aïeuls paternels et maternels, et y trouver place pour l'oriflamme et pour les croisades. Avoir des salles parées d'arbres généalogiques, d'écus sont chargés de 16 quartiers, et de tableaux de ses ancêtres et des alliés de ses ancêtres. Se piquer d'avoir un ancien château à Tourelle, à Créneau et à Machicoulis. Dire en toute rencontre. Ma race, ma branche, mon nom et mes armes. Dire de celui-ci qu'il n'est pas homme de qualité. De celle-là, qu'elle n'est pas demoiselle. Ou si on lui dit qu'Hyacinthe a eu le gros lot, demander s'il est gentilhomme. Quelques-uns riront de ses contretemps, mais il les laissera rire. D'autres en feront des comptes, et il leur permettra de compter. Il dira toujours qu'il marche après la maison régnante. Et à force de le dire, il sera cru. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.